Durant le mois d'août, le podcast Je découvre le monde du meublé prend une pause et, à cette occasion, vous propose de découvrir ou redécouvrir certaines de nos séries de podcasts les plus écoutées, rééditées en version longue pour une écoute plus fluide, afin que vous puissiez profiter de l'été pour continuer à en apprendre davantage sur le monde de la location meublée. Au programme de cette première semaine, un focus sur les différents contrats accessibles en location meublée et leurs spécificités respectives. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série du podcast Je découvre le monde du meublé. Pour la rentrée, moment souvent marqué par d'importants mouvements locatifs, avec les départs et arrivées de nombreux locataires, nous allons nous pencher sur le sujet des différents contrats de location qu'il est possible de passer dans le cadre de la mise en location d'un logement meublé. En effet, contrairement à la location vide, pour laquelle il n'est possible que de conclure des contrats de location sur la longue durée, la location meublée s'avère bien plus flexible dans ses modes de location que nous allons passer en revue en commençant, aujourd'hui, par les contrats de location à titre de résidence principale ainsi que le bail mobilité. Commençons par préciser la notion de résidence principale qui se définit à l'heure actuelle comme étant le logement occupé au moins 8 mois par an par le locataire, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Il s'agit donc de l'endroit où le locataire réside habituellement et effectivement, avec sa famille le cas échéant, et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. En location meublée, le cas le plus fréquent d'un contrat de location à titre de résidence principale sera celui d'un bail de location de longue durée. En location meublée, la durée minimale d'un bail de location de longue durée est d'1 an, tacitement renouvelable pour la même durée. Un tel contrat obéit aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dont le titre 1er bis est spécifiquement dédié à l'organisation des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués à titre de résidence principale du locataire. Cette loi comporte notamment des obligations spécifiques pour les contrats de résidence principale, dont l'une des plus importantes est l'établissement d'un contrat type entre bailleurs et locataires. Tout contrat passé devra donc respecter la forme prévue par le modèle présent à l'annexe 2 du décret du 29 mai 2015 relatif au contrat type de location à usage de résidence principale. Pour se faciliter la tâche, il est bien entendu possible d'avoir recours à un modèle, même si un bon réflexe peut être de vérifier que ce dernier correspond bien aux exigences fixées par le décret de 2015 et qu'il est également à jour des derniers changements apportés à ce modèle par le décret du 18 août 2023 qui impose la présence de nouvelles mentions relatives à la performance énergétique du logement. Toutefois, l'existence d'un modèle de contrat type ne doit pas faire oublier aux bailleurs la possibilité d'ajouter certaines clauses au contrat de location à titre de résidence principale. Parmi elles, plusieurs précisions seront particulièrement importantes pour la suite de la relation contractuelle. On notera en premier lieu la possibilité de procéder, chaque année, à la révision du loyer en vertu de l'indice de révision des loyers, ou IRL. En effet, bien qu'il s'agisse d'une possibilité offerte aux bailleurs dans ce type de contrat, cette clause n'est pas obligatoire et ne figure pas dans le contrat type figurant à l'annexe 2 du décret du 29 mai 2015. Or, la revalorisation sera impossible si cette clause de révision n'a pas été insérée dans le contrat signé entre les parties. Le deuxième point d'attention se situe au niveau du paiement des charges. Dans ce domaine, le bailleur a la possibilité de choisir entre le système des charges réelles ou du forfait de charge. Chaque méthode a son intérêt en fonction de la situation, et pour tout savoir de ces deux méthodes de paiement des charges, vous pouvez écouter le 6e épisode de notre série consacrée à la relation avec son locataire, qui traite justement, dans sa première partie, de la question des charges. Troisième point, et non des moindres, celui du dépôt de garantie. Tout comme pour la révision du loyer, le dépôt de garantie n'est pas obligatoire dans un contrat de location de longue durée, mais il est important de le prévoir pour se protéger contre une carence éventuelle du locataire, comme des réparations locatives lui incombant mais qu'il n'aurait pas fait exécuter avant son départ, des dégradations du mobilier ou encore le non-paiement des loyers. En la matière, il est important de savoir que le montant de garantie est plafonné à 2 mois de loyer hors charge, à la différence de la location vide, pour laquelle le dépôt de garantie maximum est d'1 mois de loyer hors charge. Vous l'aurez compris, s'il est capital qu'un contrat de location à titre de résidence principale comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues par décret, certaines mentions supplémentaires peuvent être ajoutées, comme la révision du loyer ou encore le dépôt de garantie. Attention toutefois, car certaines clauses seront considérées comme non écrites et donc inapplicables si elles sont insérées dans un contrat de location. Pour les connaître, il convient de se reporter à l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 qui en fait la liste. Enfin, posons-nous la question de la résiliation d'un contrat de location de longue durée. En ce domaine, bailleurs et locataires ne disposeront pas des mêmes droits. Du côté du locataire, le principe est très simple. Ce dernier a la possibilité de résilier le contrat de location meublée à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'1 mois. Cela veut tout de même dire que, si le locataire quitte effectivement les lieux avant l'expiration du délai de préavis, il sera tout de même redevable du loyer et des charges sur cette période, sauf si le logement est reloué entre-temps. Du côté du bailleur, résilier un contrat de location de longue durée demande davantage de formalisme.
En premier lieu, le délai de préavis sera bien supérieur puisque ce dernier est de 3 mois avant la date de renouvellement du bail. Attention, cela veut dire que, quoi qu'il arrive, le bail ne pourra prendre fin avant sa date théorique de renouvellement. Par exemple, si un contrat de location est signé le 15 septembre 2024 et que le bailleur ne souhaite pas le renouveler, il devra avoir adressé son congé à son locataire au plus tard le 15 juin 2025. Mais même si le congé est adressé en mars 2025, le contrat ne pourra être résilié avant son terme, soit le 15 septembre 2025. Et si le préavis est adressé trop tard, par exemple le 20 juin 2025, il ne sera valide que pour l'échéance suivante, soit le 15 septembre 2026. Au-delà de ce délai de préavis supérieur, le bailleur devra également motiver sa décision de ne pas procéder au renouvellement du bail en disposant d'un motif légitime et sérieux. L'importance du délai de préavis, pour le locataire comme le bailleur, souligne la nécessité d'adresser son congé par un moyen permettant de prouver la date à laquelle l'autre partie a reçu la notification, qui constitue le point de départ du délai de préavis. Il est donc particulièrement recommandé d'utiliser un courrier recommandé ou une remise en main propre contre récépissé et émargement lorsque cela est possible. Passons maintenant à une variante du contrat de location longue durée, le bail étudiant. L'article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, introduit par l'article 8 de la loi du 24 mars 2014, plus connue sous le nom de loi Allure, précise en effet que, lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à 9 mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable. Si un tel type de contrat se voit appliquer les mêmes exigences qu'un contrat de location de longue durée classique, il dispose toutefois d'une durée déterminée, ce qui a pour principale conséquence, comme le prévoit l'article 25-7, que le locataire est déchu de tout droit d'occupation sur le logement à échéance, et donc que le bailleur n'a nullement l'obligation de délivrer un congé pour récupérer le logement. De plus, dans cette situation, le contrat devra explicitement mentionner qu'il s'agit d'un bail étudiant, et le propriétaire du bien devra obligatoirement recueillir la preuve que le statut du locataire lui permet de recourir à un tel type de bail, comme la photocopie de la carte d'étudiant ou du certificat de scolarité pour l'année concernée. Bien évidemment, certains points d'attention valables pour un contrat de location de longue durée ne trouveront pas à s'appliquer pour un bail étudiant, comme la possibilité de procéder à une révision du loyer ou le congé donné par le bailleur, qui est tenu par toute la durée du contrat. Il est cependant important de noter qu'en matière de sortie des lieux, un locataire étudiant garde la possibilité de quitter le logement à tout moment en cours de bail, avec un préavis d'1 mois, et sans être tenu au paiement du loyer et des charges pour une durée supérieure à celle couverte par le mois de préavis. La location étudiante peut également être envisagée en louant uniquement une partie de votre résidence principale en proposant une chambre à un étudiant. Cette pratique permet d'ailleurs de bénéficier d'une exonération d'impôt si le loyer annuel charge comprise par mètre carré de surface habitable est inférieur à un certain plafond, fixé pour l'année 2024 à 206 € en Île-de-France et 152 € dans les autres régions. Ce plafond étant d'ailleurs révisé chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente. Par exemple, pour une pièce de 20 mètres carrés à Paris en 2024, le loyer mensuel hors charge ne devra pas excéder 343 €, soit 20 mètres carrés multiplié par 206 €, le tout divisé par 12 mois pour bénéficier de l'exonération. Dernier type de contrat qu'il nous faut aborder dans cet épisode, le cas quelque peu particulier du bail mobilité. Ce type de bail fait l'objet d'un titre spécifique au sein de la loi du 6 juillet 1989, le titre premier terre, qui regroupe les articles 25-12 à 25-18 de cette loi. Il est en partie soumis aux exigences de la loi du 6 juillet 1989, mais pas en totalité. Il se définit comme tel. Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au grand 2 de l'article L120-1 du Code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. Le bail mobilité se conclut, à l'instar du bail étudiant, pour une durée déterminée allant de 1 à 10 mois. Si la durée initiale prévue est inférieure à 10 mois, il est possible de prolonger une seule fois le bail mobilité, sans toutefois que la durée totale dépasse les 10 mois. Par exemple, si un bail mobilité est conclu pour une durée de 5 mois, il peut être prolongé pour 5 mois supplémentaires au maximum et en une seule fois. Ainsi, si le bail conclu pour 5 mois est prolongé une première fois pour 3 mois, il ne pourra pas faire l'objet d'une nouvelle prolongation, même si la durée maximale de 10 mois n'est pas atteinte. Sur le formalisme qui entoure le bail mobilité, il est important de savoir qu'il n'existe pas de contrat type, contrairement à un contrat de location de longue durée ou un contrat étudiant. Toutefois, le contrat devra contenir, au minimum, les points listés à l'article 25-13 de la loi du 6 juillet 1989. Là encore, il peut être utile de recourir à un modèle prêt à l'emploi. On notera notamment, pour un bail mobilité, que la preuve du statut du locataire et le justificatif permettant l'établissement d'un tel type de contrat doit également être recueilli par le bailleur,
comme pour un étudiant. Parmi les différences notables, on peut pointer du doigt l'interdiction de demander un dépôt de garantie ou encore l'obligation de procéder avec un système de charges forfaitaires. Tout comme pour le bail étudiant, le bailleur est tenu pendant toute la durée du contrat, mais récupère le logement à son terme sans avoir besoin de délivrer congé. Le locataire peut, quant à lui, résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'1 mois. Il n'est d'ailleurs pas possible d'enchaîner plusieurs baux mobilité à la suite pour un même locataire, ce qui implique que si un locataire en bail mobilité souhaite rester dans le logement à l'échéance et que le propriétaire l'accepte, il sera nécessaire de conclure un bail de location de longue durée à titre de résidence principale. Alors finalement, pour quel type de contrat vaut-il mieux opter entre ces 3 options? Eh bien cela va en réalité dépendre de plusieurs facteurs et, bien entendu, de l'usage que vous comptez faire du bien. Pour les contrats de location meublée de longue durée, le principal avantage résidera dans la stabilité d'un tel type de contrat, avec une fréquence de départ et d'arrivée certainement moins importante que pour les 2 autres types. En contrepartie, une fois un locataire présent dans le bien, il vous sera plus difficile de le récupérer et vous ne pourrez bien entendu pas y avoir accès pour votre usage personnel. Pour les contrats étudiants et mobilité, c'est tout l'inverse. Vous risquez en effet d'avoir des départs et arrivées plus fréquents et donc de devoir rechercher des locataires plus souvent. Ce point doit toutefois être relativisé car, en fonction de sa localisation, et surtout si ce dernier se trouve dans une ville étudiante, vous n'aurez certainement pas de mal à trouver des locataires étudiants comme des professionnels en mobilité. De plus, pour les étudiants, il est important de savoir que, si vous ne pouvez pas conclure 2 baux étudiants directement à la suite, rien ne vous interdit de louer au même locataire étudiant à la rentrée suivante, une fois les congés d'été passés. Il est même recommandé de procéder ainsi si vous avez eu une bonne relation avec votre locataire, puisque la majorité des étudiants poursuivent des cursus de plus d'1 an. Cela permet à l'étudiant d'éviter d'avoir à chercher un nouveau logement à la rentrée et vous d'avoir à chercher un nouveau locataire. En contrepartie de changements de locataire parfois plus fréquents, vous aurez davantage la main sur la disponibilité de votre bien, ce qui pourrait vous permettre d'en profiter une partie de l'année, comme la période estivale si vous louez votre bien à un étudiant pendant l'année universitaire, qui se termine généralement en juin. Cela pourra également vous permettre de proposer votre logement en location saisonnière pendant les mois d'été. Vous savez maintenant tout des spécificités du bail de location de longue durée, du bail étudiant et du bail mobilité, et avez toutes les clés en main pour faire le choix le plus adapté à votre situation, à moins que vous ne préféreriez opter pour un bail de location saisonnière ou encore un bail code civil, 2 baux particuliers que nous aborderons dans le 2e épisode de cette série consacrée au contrat de location meublé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 2e épisode de notre série consacrée au contrat de location meublé. Après nous être intéressés au contrat de location à titre de résidence principale et au bail mobilité la semaine dernière, nous allons maintenant nous pencher sur les 2 types de baux restants qu'il est possible de conclure en location meublée, à savoir le bail de location saisonnière et le bail résidence secondaire, aussi appelé bail code civil. Que dire de ces 2 types de baux, sinon qu'ils sont certainement les plus flexibles des baux qu'il est possible de conclure en location meublée. En effet, ces derniers laissent une grande latitude aux bailleurs pour décider du calendrier de réservation, de leur durée ou encore de leurs conditions. Toutefois, cette flexibilité n'est pas exempte du respect de certaines règles qu'il convient bien évidemment de garder à l'esprit si l'on se pose la question de se lancer dans l'aventure de la location de courte durée. Commençons tout d'abord par le bail de location saisonnière avec quelques définitions. Premièrement, que désigne la location saisonnière? On la mentionne souvent comme un synonyme de la location de courte durée, mais il n'est pas rare que des questions se posent à son sujet. En bref, la location saisonnière est définie par l'article 1-1 du titre 1er de la loi du 2 janvier 1970, que l'on appelle aussi la loi Auguet. Elle se présente comme l'activité consistant en la location d'un immeuble conclu pour une durée maximale et non renouvelable de 90 jours consécutifs. Que nous apprend cette définition? Eh bien justement que la location saisonnière dispose d'une durée de location maximale, 90 jours, non renouvelable. C'est donc une différence majeure avec les contrats que nous avons abordés dans le premier épisode de cette série, car, ici, le locataire n'a pas vocation à s'installer de manière durable dans le logement, et bien évidemment ne peut en faire sa résidence principale. La location saisonnière désigne donc finalement un type de bail. Il s'agit d'une appellation équivalente à celle d'un bail meublé de courte durée, et qui a tendance à la remplacer dans le langage courant, notamment parce qu'elle a l'avantage de permettre une meilleure distinction entre l'activité de location de courte durée et celle résultant d'un bail mobilité, dont la durée peut être également courte, mais dont la réglementation est différente, comme nous vous le présentions la semaine dernière. Ce terme de location saisonnière a également bien souvent tendance à être associé à un autre, celui de meublé de tourisme. Pour en apprendre plus sur le terme meublé de tourisme, il est nécessaire de se tourner vers l'article L324-1-1 du Code du tourisme, qui indique que les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Autrement dit, ce terme désigne des biens dont le locataire a l'usage exclusif, ce qui regroupe le cas des biens acquis dans le cadre d'un investissement locatif en vue de pratiquer la location de courte durée, mais également les résidences secondaires, les dépendances ou les résidences principales que les propriétaires mettent en location lorsqu'ils ne s'y trouvent pas. Si cela englobe donc la plupart des situations, il reste nécessaire de garder à l'esprit que les logements considérés comme des meublés de tourisme ne sont pas les seuls à pouvoir accueillir des locataires de courte durée. En effet, il est également possible de louer uniquement une partie de sa résidence principale. Ici, le locataire n'aura pas la jouissance exclusive du bien, qu'il partagera par définition avec les occupants habituels du logement. Pour autant, ce mode de location est tout à fait autorisé dans le cadre d'une location de courte durée, on parle alors de chambre chez l'habitant et non de meublé de tourisme. Puisqu'il regroupe une catégorie particulière d'habitat, les meublés de tourisme obéissent à une réglementation précise, notamment en matière de formalités déclaratives et d'autorisations administratives à obtenir, ainsi qu'en termes de fiscalité au régime microbique. Pour en apprendre plus sur ces sujets, nous vous conseillons d'écouter notre série de podcasts dédiée à la fiscalité des meublés de tourisme, ou encore notre dernier épisode hors série intitulé La fiscalité des meublés de tourisme, où en est-on? Vous le savez maintenant, en location de courte durée, le locataire ne va pas rester très longtemps dans le bien et le but d'une telle pratique est essentiellement récréatif et majoritairement destiné à des touristes qui souhaitent passer quelques jours ou semaines de vacances. En résulte une réglementation différente du point de vue du bail que vous passerez avec vos visiteurs qui, contrairement au contrat que nous évoquions la semaine dernière, n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, il n'existe pas de formalisme imposé pour la réduction d'un bail de location saisonnière, mais, on s'en doute, certains points doivent être gardés à l'esprit, le plus important d'entre eux étant certainement qu'il est obligatoire de conclure un bail de location saisonnière dans le cadre de la réservation d'un bien, même si cette dernière est pour une durée très courte. Au-delà de cet impératif, le contrat est libre, à condition bien sûr qu'il revête la forme écrite, et il peut être recommandé d'utiliser un modèle proposé par un spécialiste pour se faciliter la tâche. Cela dit, intéressons-nous de plus près à certaines clauses essentielles du contrat de location saisonnière. La première est la clause d'interdiction des animaux domestiques, qui est parfaitement valable dans un tel type de contrat. La deuxième clause qu'il peut être utile d'insérer, et qui fait souvent écho à une mention dans l'annonce de location, est la clause relative aux horaires d'entrée et de sortie des lieux. Pensez bien à prévoir suffisamment de temps afin de vous assurer que le ménage puisse être fait entre deux locataires pour les périodes de forte affluence. En ce sens, une troisième clause relative au ménage peut s'avérer utile. Généralement, le contrat précisera tout de même que le logement doit être rendu propre et nettoyé en fin de location, et ce afin d'éviter toute confusion avec les pratiques hôtelières. Si l'état de propreté du logement n'est pas satisfaisant lors de la restitution des clés par les locataires, il est nécessaire de le préciser sur l'état des lieux de sortie, afin que le coût du ménage soit retenu sur le dépôt de garantie qu'il ne faut, bien entendu, pas oublier de mentionner dans le bail. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez également proposer, en plus du prix de location, un forfait ménage au locataire. Dernier point essentiel, l'éventuel versement d'un acompte ou d'art par le locataire pour bloquer la réservation. Or attention, car il existe une différence de taille entre ces deux termes. En effet, si le versement est qualifié d'acompte, cela signifie que le contrat est ferme et définitif. Si le locataire renonce finalement à la location, vous serez en droit de lui réclamer l'intégralité du loyer pour toute la durée de la location. En revanche, si le contrat prévoit le versement d'art, cela offre la possibilité au locataire de ne pas donner suite, en contrepartie de quoi il perdra les arts qu'il a versés. De votre côté, si vous décidez finalement de ne plus louer votre logement, vous devrez indemniser le locataire en lui versant 2 fois le montant des arts. Notez d'ailleurs qu'entre particuliers, le montant des versements effectués à l'avance n'est pas réglementé. En revanche, lorsque le contrat est conclu par un professionnel, les versements ne peuvent être effectués plus de 6 mois à l'avance et le montant exigé ne peut excéder 25% du montant du prix total. Le solde ne peut être exigé qu'1 mois au plus tôt avant l'entrée dans les lieux. Dernier élément, qui tombe toutefois presque sous le sens, dans le cas d'un bail de location saisonnière, le contrat prend fin à échéance de la période fixée sans qu'il soit nécessaire pour le propriétaire de donner congé. Passons maintenant au deuxième type de contrat qui va nous occuper pour cet épisode, le bail résidence secondaire, aussi appelé bail code civil, qui a la particularité de ne relever que des dispositions du code civil pour son établissement, et plus particulièrement de ses articles 1714 à 1762. Vous ne pourrez passer ce type de bail que dans 2 cas de figure. Ou bien parce que vous souhaitez louer à des locataires qui n'ont pas vocation à faire du logement leur résidence principale et ne souhaitez ou n'entrez pas dans les conditions pour conclure un bail saisonnier ou mobilité, ou bien parce que vous louez à une société. Il peut en effet arriver que des sociétés louent des logements meublés pour y installer leurs salariés sur des périodes plus ou moins longues. Ainsi, si votre locataire est une société, vous devrez obligatoirement conclure un bail code civil, même si le logement constitue, in fine, la résidence principale de la personne qui est logée.
Le bail code civil n'obéit à aucune des règles de forme prévues par la loi pour les contrats de location en résidence principale ou le bail mobilité, puisqu'il repose uniquement sur les dispositions du code civil. Il s'agit donc d'une grande liberté laissée aux parties prenantes, mais également d'un risque, car il vous faudra tout prévoir par vous-même, sans pouvoir vous reposer sur un modèle imposé par la loi, comme c'est le cas pour un contrat de location meublée en résidence principale. Il est donc premièrement très fortement recommandé d'utiliser la forme écrite pour un bail code civil, même si rien ne vous y oblige. Ensuite, vous devrez vous pencher sur plusieurs questions. La première est celle de la durée du bail, que vous pourrez fixer librement. Il vous appartient donc de vous mettre d'accord à ce sujet avec le locataire et de préciser dans le contrat sa date de prise d'effet. En cas de silence du contrat de location sur sa durée, il sera considéré comme passé à l'année, au mois ou à la journée en fonction de la durée prise en compte pour la fixation du prix ou, en l'absence d'une telle information, conformément à l'usage des lieux. La deuxième est la fixation du loyer et des charges. Dans le cadre d'un bail code civil, la fixation du loyer est entièrement libre, même si vous devrez penser à indiquer s'il s'entend sans les charges ou toutes charges comprises, et si le loyer est payable d'avance ou à terme échu. De plus, si vous concluez un tel bail pour une longue durée, pensez à prévoir une clause d'indexation afin de pouvoir réviser le loyer chaque année. Le cas échéant, prévoyez une clause précisant à quelle date se produira l'augmentation du loyer en fonction de la variation de l'indice choisi. Le plus simple étant de retenir la date anniversaire de la conclusion du contrat ou de sa prise d'effet. En sus du loyer, lorsque celui-ci n'est pas prévu, toutes charges comprises, le contrat de location devra préciser les charges et taxes récupérables sur le locataire. Pour cela, n'hésitez pas à vous référer à la liste des charges récupérables fixée par le décret du 26 août 1987 et n'oubliez pas d'en annexer une copie à votre contrat pour éviter toute confusion ultérieure. La troisième est la question du dépôt de garantie. Comme pour un bail meublé en résidence principale, il n'est pas obligatoire d'en prévoir un, mais cela reste bien évidemment préférable. Pour le montant, il n'existe ni minimum ni maximum, mais il est conseillé de demander 1 ou 2 mois de loyer hors charge, comme cela peut se faire dans d'autres types de contrats. La quatrième est celle d'un éventuel cautionnement, qui est possible pour un bail de résidence secondaire. Attention toutefois à la rédaction de l'acte de cautionnement, car celui-ci ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Ainsi, lorsque le cautionnement a été donné pour la durée du bail, l'engagement prend fin à l'expiration du bail, sauf stipulation contraire. Il faudra donc préciser expressément si l'engagement de la caution concerne la tacite reconduction, le renouvellement ou l'occupation du logement sans droit ni titre, la jurisprudence interprétant strictement ces clauses. Au-delà de ces 4 premiers points majeurs, 4 autres sont à garder à l'esprit, à savoir la possibilité d'insérer des clauses pénales dans le contrat, qui prévoit par exemple une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement du loyer par le locataire ou en cas de maintien du locataire dans les lieux après expiration du bail. Mais attention toutefois à ne pas rendre ces clauses disproportionnées et donc abusives. La possibilité d'insérer des clauses résolutoires qui prévoient les cas de figure dans lesquels il sera possible, pour l'une des parties, de mettre fin au contrat pour non-respect de ses obligations par l'autre partie, comme le défaut de paiement des loyers, des charges ou encore le défaut d'assurance. Notez toutefois que l'absence d'une telle clause n'empêche pas de se tourner vers la justice au besoin et que le Code civil prévoit expressément qu'en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation et ce, en plus des dommages et intérêts qu'il pourrait être condamné à verser au bailleur. L'intérêt de prévoir une clause d'interdiction de sous-location ou de cession. En effet, si pour un contrat de location à titre de résidence principale, le locataire doit demander l'accord de son bailleur pour sous-louer le bien, ce n'est pas le cas pour un bail de résidence secondaire. Et en l'absence d'une clause l'interdisant, le locataire est en droit de sous-louer le bien sans votre accord. Enfin, la souscription d'une assurance par le locataire, qui, bien qu'elle ne soit pas obligatoire pour un bail code civil, est fortement recommandée et il est donc utile d'insérer une telle clause la rendant obligatoire dans le contrat de location. Bien évidemment, liberté contractuelle ne veut pas dire qu'il n'existe pas de clauses réputées non écrites, au premier rang desquelles les clauses abusives qui, même insérées au contrat de location, ne pourraient produire d'effet. Pour savoir si une clause est abusive, vous pouvez consulter les recommandations de la Commission des clauses abusives, notamment celles du 30 mai 1995 et du 22 juin 2000. D'autres clauses s'ajoutent à la liste des clauses réputées non écrites pour un tel type de bail, comme l'interdiction d'héberger des proches ou celle de détenir un animal domestique, qui n'est justement valable que pour les contrats de location saisonnière que nous mentionnions plus tôt, sauf pour certaines catégories particulières d'animaux. Dernier point qu'il nous faut aborder, la fin du bail code civil. Deux situations sont alors à distinguer. Si le bail prévoyait une durée déterminée, il prend fin de plein droit à l'expiration du terme fixé dans le contrat, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Mais notez toutefois que la tacite reconduction est toujours possible. Si, à l'expiration du bail, le locataire reste dans les lieux sans opposition de votre part, il s'opère un nouveau bail par tacite reconduction.
Le bail renouvelé est soumis aux mêmes conditions que l'ancien, notamment le montant du loyer, à l'exception des dispositions concernant la durée. Il devient un bail à durée indéterminée et ne prendra fin que par l'effet d'un congé. Il est bien sûr également possible de prévoir la possibilité de résiliation anticipée pour l'une ou l'autre des parties, ou les deux. Mais si rien n'a été prévu, le bail ne pourra être résilié que d'un commun accord. Dans le cadre d'un bail à durée déterminée sans faculté de résiliation anticipée, si le locataire donne congé avant la date convenue, il sera tenu du paiement des loyers jusqu'au terme prévu ou jusqu'à ce qu'un nouveau locataire prenne possession des lieux. Si le bail a été conclu pour une durée indéterminée, il sera nécessaire de donner congé et donc de prévoir, par contrat, quel sera le délai de préavis, mais également la forme du congé qui n'est, dans ce cas, soumis à aucune forme particulière, même s'il est préférable d'opter pour les solutions classiques en la matière comme un courrier recommandé avec accusé de réception, et ce afin d'éviter toute contestation. Petite particularité du bail résidence secondaire, le congé n'a pas à être motivé, par contre, une fois délivré, il n'est pas possible de revenir dessus. Ainsi s'achève notre deuxième épisode sur les contrats en location meublée, et nous espérons qu'il vous aura permis d'en apprendre plus sur l'importante diversité des modes de location auxquels il est possible de recourir en location meublée, ainsi que sur leurs spécificités respectives. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.